Lutter contre les inégalités sociales, apporter un certain développement économique et même social aux populations gabonaises, c'est toute l'ambition prônée par les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles Ali Bongo Ondimba, président de la République. Les dernières mesures prises en Conseil de ministres datant du 21 juin dernier jusqu'au dernier Conseil de ministres ont été mises en application, en commençant par la première institution du pays, la présidence de la République gabonaise. Une réduction de plus de 40% des effectifs parce qu'il faut que les Gabonais se sentent bien, que les Gabonais aient une vie aisée. Pour aborder cette question aujourd'hui sur le plateau de l'émission Décryptage, puisque le thème il est assez simple, impact social des mesures gouvernementales au Gabon, nous avons un invité que nous vous présenterons dans une poignée de secondes seulement, car l'émission Décryptage démarre maintenant. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Décryptage. C'est un plaisir que de vous savoir sur Gabon 24. Dans le cadre de cette émission Décryptage, on parle de l'impact social des mesures gouvernementales et un invité a accepté notre invitation en la personne de M. Pierre Mintsa, qui lui est secrétaire général du syndicat autonome des personnels des affaires sociales au Gabon. Pierre Mintsa, bienvenue à vous dans ce studio de Gabon 24. Tout le plaisir est pour moi, M. Agaya. Pierre Mintsa, les affaires sociales, c'est tout un département, notamment une question importante puisqu'on parle du social et les autorités gabonaises ne cessent de ménager des efforts pour que les populations se sentent bien. Finalement, lorsqu'on parle des mesures d'austérité en République gabonaise, quel est le regard que votre syndicat porte sur ces mesures? Merci, M. Agaya, de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer sur ces termes attendus relativement aux questions de l'heure, les mesures prises par le gouvernement. Je voudrais exprimer dans la voix de tous ceux-là qui se reconnaissent en moi, de tous ceux-là qui savent que depuis 2012, je voudrais dire depuis 2009, le rôle que nous avons joué aux affaires sociales a fait en sorte qu'avec les autorités actuelles, le président de la République, chef de l'État, les affaires sociales ont pu bénéficier de la prime de risque, ont pu bénéficier de la prime de la PIF, ont pu bénéficier d'un logement harmonisé, ce qui n'existait pas avant 2009, et qu'en 2012, par ma modeste contribution, avec des grandes négociations qu'il y a eu entre les partenaires sociaux et l'ancien Premier ministre sortant, M. Raymond Onziema, nous avons pu faire en sorte que les rappels soient payés en vrac avec la régularisation de plus de 48 000 situations administratives et individuelles. Partant de 2012, aujourd'hui, nous arrivons en 2014. 2014, c'est une année magnifique, parce que la naissance du nouveau système de rémunération, le nouveau système de rémunération, c'est depuis 2014, mais praticable en 2015. Oui. Donc, quand on part au dialogue social inclusif sans tabou d'Angonja en 2014, dont le thème était principalement sur la mise en place du nouveau système de rémunération, je voudrais rassurer que tous les syndicats n'ont pas pris part. Tous les syndicats n'ont pas pris part. Et que ceux qui ont pris part à ce dialogue social en 2014, quand on sort de là, puisqu'il n'y a pas eu des effets concrets, le gouvernement a donc choisi certains leaders syndicaux, parmi lesquels, pour un serviteur, Pierre Mintsa, que je suis, pour prendre part à la commission de discussion qui avait été mise en place par le ministre de la fonction publique à l'époque, M. Ogalanga, qui réfléchissait sur la mise en place du nouveau système de rémunération. Oui. Pierre Mintsa ayant accepté cela parce que je sais que le combat d'un syndicaliste, c'est la défense des intérêts, et ces intérêts défendus doivent automatiquement entraîner l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents publics que nous sommes. Donc, pour avoir accepté de travailler sur le nouveau système de rémunération qui a d'abord été pratique le 25 juin 2015, Pierre Mintsa a été insulté de tous les noms, mais j'ai accepté parce qu'aujourd'hui, tous ceux-là qui ont parié, tous ceux-là qui ont dit haut et fort que ce n'était pas possible, que ce n'était pas possible, rémunération République gabonaise, effectivement, et depuis ce jour, je vous assure qu'aucun d'eux
n'a refusé ce nouveau système. J'aurais pensé... Moi, là, vous parlez de tous vos camarades. Je parle de tous les camarades syndicalistes qui ont refusé d'aller négocier pour le nouveau système à la fonction publique et dont moi, Pierre Mintsager, était l'un des artisans principaux. L'un des artisans principaux. Donc, si je reviens à ce dialogue 2014, sinon au nouveau système de rémunération, c'est pour montrer aux populations gabonaises que Pierre Mintsager syndical, je me trompe difficilement. Je me trompe difficilement, contrairement à ceux qui se trompent constamment. La preuve, certains se sont trompés en 2015, qui ont dit que le nouveau système ne verra jamais le jour. Moi, j'ai tenu à ma parole et ce nouveau système est opérationnel aujourd'hui. D'accord. Puisque vous avez ouvert la parenthèse, permettez-moi d'y revenir un tout petit peu. Aujourd'hui, quand on parle de nouveau système de rémunération, quels sont les indices, très rapidement, avant que de rentrer dans le vif du sujet? Les indices sont, je voudrais parler des avantages de ce nouveau système. Justement. Vous voyez, par exemple, il y a eu le fait que ceux qui étaient tous en catégorie C2 ne sont plus en catégorie C2, sans concours aucun, sans mise en stage aucune. Donc, tous ceux qui étaient en catégorie C2 ont été reclassés en C unique. Vous voyez, ont été reclassés en C unique. Et il y a avec un impact sur les salaires. Avec un impact obligatoirement sur les salaires. Une évolution. Oui. Parce qu'autrefois, la catégorie C, le salaire de base au départ était de 94 000. Et aujourd'hui, en catégorie C, le salaire de base au départ est de 150 000. D'accord. Ajoutez à cela les suppléments de salaire. Vous voyez? Et quand on regarde un peu cette grille salariale de 2015, il y a eu un autre avantage. C'est le fait que dans la fonction publique, pour partir du stage probatoire, donc du premier indice, pour atteindre l'apogée de votre carrière, il fallait faire 37 ans. Donc cette durée a été revue à la baisse. Donc elle est passée de 37 ans à 32 ans. Alors il n'y a pas que cet avantage. Il y a aussi le fait que la valeur indiciaire est passée de 425 à 500 francs. Permettez-moi de revenir sur cette valeur indiciaire. On va le pas de course. Oui, merci. Vous voyez, en 2005, quand le défunt président de la République décide d'augmenter le SMIC partant de 44 000 à 80 000, et la valeur indiciaire qui était au départ de 400 francs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté seulement 25 francs partant de 400 à 425. Tous les Gabonais étaient contents parce qu'on a ajouté 25 francs dans la valeur indiciaire qui était de 400 francs. Aujourd'hui, à la différence de ce qui s'est passé en 2015, on part de 425 à 500 francs la valeur indiciaire. Vous voyez? Donc, c'est quand même un avantage colossal, un avantage très colossal, et que tous ceux-là qui ont parié haut et fort que ce nouveau système ne verra pas le jour, aujourd'hui, ils sont en train de me regarder avec un regard du respect. Parce qu'ils me respectent actuellement. Parce qu'ils savent que je suis ce syndicaliste qui ne fait pas croire aux populations juste ce qui est faux et faux ce qui est juste. Donc, quand les populations ont besoin de connaître la vérité sur les questions de l'heure, Pierre Mintsager est mieux indiqué. Alors, aujourd'hui, on parle de nouvelles mesures en ce qui concerne le gouvernement gabonais et on parle de l'impact qu'il pourrait y avoir. Vous permettrez de revenir sur certains éléments. Application d'une décote de 15% de traitement de l'ensemble des institutionnels et autres administrations au Gabon, décote de 10% sur la rémunération des cabinets, la décote de 5% sur les autres fonctions administratives, réduction des effectifs des cabinets du président de la République, du Premier ministre, des ministres et du secrétaire général du gouvernement. Il y a également la réduction des effectifs des cabinets et autres institutions et des autorités administratives indépendantes, dénonciation de contrats de tout contractuel ayant plus de 60 ans, y compris tous les fonctionnaires en activité ayant plus de 60 ans. Voici des mesures prises lors des deux précédents conseils de ministres qui visent, un tant soit peu, à une réelle implication non seulement des fonctionnaires gabonais, mais à un développement économique un peu plus effectif, surtout en ce temps de récession budgétaire au Gabon. Finalement, quel est l'avis du SAPAS sur l'état actuel? Toutes ces mesures sont salutaires. Toutes ces mesures sont soutenables. Toutes ces mesures doivent automatiquement rentrer dans leur phase d'applicabilité totale. Et la présidence en a un exemple. Parlons de la présidence. La présidence est une institution. Si déjà au niveau de la présidence, il y a eu réduction de près de 40% des effectifs, des personnels nommés, ça veut dire qu'à partir de cet instant, le gouvernement doit prendre toutes les mesures possibles pour aller dans le même sens impulsé par la première institution de la République qui est la présidence de la République. Vous voyez? Donc il faut automatiquement le faire.
Je continue à dire que toutes ces réformes sont soutenables. À partir du moment où toutes ces réformes envisagées visent l'amélioration de la qualité du service public et l'assainissement de notre masse salariale, le SAPAS ne peut qu'accompagner le gouvernement dans cet élan. Car c'est aussi ça le rôle d'un syndicaliste responsable comme moi. Son rôle, c'est d'accompagner le gouvernement dans l'amélioration de la qualité du service public et dans l'assainissement de la masse salariale qui, pour le Gabon, est de 711 milliards aujourd'hui, ce qui est un peu trop par rapport au nombre d'agents publics permanents. Peut-on penser aujourd'hui que c'est un fait inédit tout de même, puisqu'en prenant cette décision, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, montre l'exemple en commençant par la présidence de la République? Tout cela qui tournait autour du président de la République, au niveau de la présidence de la République, était environ 1600. Je crois qu'ils sont restés à 1100 ou 1200. Ça veut dire que c'est un effort considérable. Et toutes ces personnes nommées n'obéissent pas à la grille de paiement, à la grille indicée de paiement. Toutes ces personnes nommées obéissent, je voudrais dire, au décret 12 de paiement qui veut que les personnes nommées aient un forfait. Vous voyez? Et ça alourdit de plus en plus la masse salariale. Je suis en train de dire donc que le président de la République ayant déjà montré l'exemple de ce qui doit être fait, oui, c'est une pilule difficile à avaler, mais s'il est question pour nous d'améliorer la qualité du service public et l'assainissement de notre masse salariale, je pense que toutes ces réformes doivent être appliquées. Et nous pensons même que ces réformes ne doivent pas se suffire en elles-mêmes, parce que nous, les syndicats, nous avons d'autres mesures à proposer allant dans le même sens. Par exemple, il sera question maintenant pour le gouvernement de faire un recensement de toutes les personnes qui ont été nommées aux fonctions. D'accord, nous allons y arriver, mais restons sur le thème qui nous intéresse, Pierre Mintsa. Oui. Finalement, en ce qui concerne l'impact aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une réduction de plus de 40%, par exemple, des effectifs au niveau de la présidence de la République, puisque en ce qui concerne la mesure, la première démarche a été d'abord au niveau de cette première institution. Que dire? Quel est l'impact qu'il pourrait y avoir en ce qui concerne l'économie du pays en faisant cette réduction de 40%? L'impact est positif. L'impact est positif. Pourquoi l'impact est positif? Parce qu'aujourd'hui, l'État dépense l'argent qui n'est même pas disponible. L'État fait des emprunts pour pouvoir emprunter afin de satisfaire les agents publics à la fin du mois, de telle sorte que quand la fin du mois arrive, que les agents publics soient toujours payés. Vous voyez? Donc, l'État fait les mains et pieds pour que l'argent public soit toujours payé, ce qui ne se fait pas dans d'autres pays. Donc vous comprenez qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, nous disons qu'entre dépenser cet argent que l'État n'a pas déjà de disponible dans les caisses publiques de l'État, parce que cet argent n'existe pas, n'est pas disponible, et faire en sorte qu'on paye, on exécute des dépenses normales, nous pensons que toutes ces réformes ont un impact très positif. Et ces réformes qui ont un impact très positif, au niveau de l'économie, feront en sorte que, je parle des réformes, les réformes feront en sorte que tout cet argent qui est dépensé inutilement, l'achat des véhicules de 80 millions, le paiement des fonctionnaires qui ont volontairement abandonné leur poste de travail, la saturation des différents cabinets ministériels, PCA et la présidence de la République, la suppression de tous ces cabinets, fera en sorte qu'on puisse au moins avoir des économies. Ces économies peuvent participer, par exemple, à la construction des routes. Ces économies peuvent, par exemple, participer à la mise en place des plateaux techniques au niveau des hôpitaux, parce que nous avons les meilleurs hôpitaux au niveau de la sous-région. Ces économies pourront aussi faire en sorte que nos étudiants qui terminent puissent aussi trouver de l'emploi au niveau de la fonction publique et créer aussi les entreprises capables de transformer les matières premières sur place afin de créer des emplois au niveau du secteur privé. Donc, ces mesures sont salutaires et l'impact est positif. Alors, le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, ne cesse de ménager des efforts pour pouvoir apporter un bien-être social aux populations gabonaises. Aujourd'hui, avec ces mesures et en s'inscrivant en exemple en ce qui concerne ces mesures, peut-on penser que la détermination y est? Et si, selon vous, il y a des éléments à apporter, parlons par exemple du cas de la présidence de la République, quels sont les éléments en plus que l'on pourrait apporter? Dans le sens de l'amélioration de la qualité du service public et de la réduction de la masse salariale, n'est-ce pas? J'étais en train de dire à l'entame que s'agissant des éléments que nous voulons apporter, il s'agit pour le gouvernement actuellement de prendre son courage à bras le corps.
Le gouvernement doit maintenant faire le recensement de toutes les personnes qui ont été nommées en fonction. Parce qu'une fois que vous n'êtes plus en fonction, automatiquement votre indemnité de fonction doit être supprimée. Ouais. Mais nous constatons malheureusement, pour le déplorer, que tous ceux-là qui ont été nommés aux différentes fonctions et qui ne sont plus dans ces fonctions-là continuent de percevoir les indemnités de fonction. Alors, ce qui est sûr, c'est que ces personnes concernées, moi je n'en fais pas partie, ces personnes concernées, quand vous aurez la possibilité d'aller vers elles afin qu'elles se justifient, elles vous diront simplement que c'est l'administration qui n'a pas joué son travail. Mais si l'administration n'a pas fait son travail, toi, le syndicaliste honnête, toi, le travailleur honnête, toi, l'agent public qui est dans une situation statutaire et réglementaire, si tu constates que l'administration n'a pas enlevé son indemnité de fonction qui est attribuée à toi alors que tu n'es plus en fonction, mais c'est aussi à toi, l'agent public, d'aller vers l'administration pour signifier à l'administration que je ne suis plus directeur, je ne suis plus secrétaire général, je ne suis plus conseiller du président de la République. Je pense que l'indemnité que vous me versez là, c'est du gaspillage. Vous comprenez? Donc, il y a cette mesure-là. Donc, le ministère, le gouvernement doit automatiquement recenser toutes les personnes qui ont été en fonction et qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore vu leurs indemnités supprimées. Deuxième élément. Aujourd'hui, on parle de la masse salariale de 711 milliards. Mais dans cette masse salariale, quelles ont été les évolutions des uns et des autres? Mais bon nombre d'agents publics ont bénéficié, malheureusement, j'appelle ça malheureusement, des différents articles, qui fait que vous soyez en catégorie C, indice, je voudrais dire, deuxième classe, et vous vous retrouvez en classe unique directement. Vous voyez? Donc, nous donnons là des pistes de solutions, parce que le syndicaliste, c'est celui qui fait des bonnes propositions. Donc, le gouvernement aussi devrait regarder toutes ces personnes-là qui ont bénéficié des différents articles de nature à perturber le bon fonctionnement de la masse salariale. Tous ces articles attribués de part et d'autre pour des raisons politiques, pour des raisons sociales, ont automatiquement amené l'alourdissement de la masse salariale. Un autre élément concret. D'accord. Alors, permettez. Oui. Vous voyez par exemple le lycée national Léon-Mba. Autrefois, à notre génération, le lycée national Léon-Mba était un établissement unique. Aujourd'hui, avec un proviseur et puis les directeurs des études. Dans le lycée Léon-Mba, vous trouverez maintenant et le lycée et deux collèges et plus on fait l'augmentation de la hiérarchie, automatiquement, cette augmentation de la hiérarchie a un effet négatif sur la masse salariale parce que ça entraîne automatiquement l'augmentation de la masse salariale. D'accord, je referme votre parenthèse, vous me permettrez, oui. Puisque l'objectif est donc l'impact social des mesures gouvernementales. On parle également de la mise à la retraite immédiate des agents absents pour cause de maladies de longue durée. Comment le SAPAS aujourd'hui commente cette décision? Il y a deux cas différents. Il y a ceux-là qui sont réellement malades, qui ont abandonné leur poste de travail, pas parce qu'ils veulent abandonner leur poste de travail, c'est parce que leur état de santé ne leur permet plus de continuer à exercer. Ça, c'est un cas normal. À ces personnes-là, la retraite est la bienvenue. Il y a d'autres cas, ceux-là qui ont volontairement abandonné leur poste de travail et qui se sont installés ailleurs. Ça veut dire qu'ils sont, par exemple, aux États-Unis, mais leur salaire passe régulièrement et mensuellement. Vous voyez, si on veut parler de la justice sociale, mais moi, le syndicaliste, je dois être la première personne à dénoncer cette situation qui prive l'étudiant qui a terminé son Master 2 à entrer à la fonction publique parce qu'on verse l'argent là à quelqu'un qui n'est pas en activité ici au Gabon. Mais justement, voici une mesure que vient nous de sommes prendre d'accord, c'est pourquoi nous le gouvernement gabonais. C'est pourquoi nous soutenons fermement ces mesures, parce que nous voulons maintenant la justice sociale. Trouvez-vous normal? Je n'ai rien contre les médecins. Et je suis en train de prier pour que je ne tombe pas malade ici, là, parce que si je tombe malade, c'est sûr que les médecins vont en finir avec moi. Trouvez-vous normal qu'un médecin d'une structure sanitaire publique qui est affecté à l'hôpital général, au CHUL, que ce médecin passe 3 minutes au CHUL, mais qui passe les 23h57 minutes dans une clinique privée, et que celui-là soit toujours payé régulièrement, mensuellement? Vous trouvez cela normal? Pour nous, dans le SAPAS, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, si celui-là a fait un choix d'être à la fonction publique, ça veut dire qu'il doit passer les 3 quarts de son temps dans les structures sanitaires publiques. Et puis, quand il a un peu de temps libre, qu'il exerce sa profession libérale dans une structure privée. Vous voyez? Donc, moi, j'estime que pour celui-là, ce médecin, qui passe les 3 quarts de son temps dans les cliniques privées, celui-là doit automatiquement rompre avec la fonction publique parce que c'est de l'argent gaspillé pour rien, on appelle ça du gaspillage. Et donc vous comprendrez certainement pourquoi il y a également l'examen des situations administratives, avancement et reclassement après 2015. Mais nous comprenons toutes ces mesures.
Mais nous disons simplement que c'est le gouvernement qui est faible. Faible pourquoi? Parce que le gouvernement veut toujours faire dans du social. Pour vous montrer un exemple de ma bonne foi et de ma responsabilité syndicale incontestable, le syndicaliste que je suis, les textes disent, quand tu es leader syndical, en principe, on ne doit plus se faire payer par l'administration publique. C'est ce qui est dit dans les textes. Vous voyez? Ça veut dire que ce sont nos adhérents qui doivent maintenant faire des cotisations afin que mon salaire soit régulièrement payé chaque fin du mois. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, avec le social qui a été pratiqué par l'administration publique, le gouvernement, ce qui fait que les leaders syndicaux que nous sommes, vous voyez, nous avons toujours nos salaires à la fin du mois. Mais ce qui est étrange, justement, Pierre Mintsa, c'est que les syndicalistes que vous êtes, les partenaires sociaux, êtes toujours en train d'incriminer le gouvernement, malgré que celui-ci ferait dans le social. Et aujourd'hui, avec ces différentes mesures, celles-ci visent à assainir justement le secteur de la fonction publique. Quelle est l'approche qui devrait exister lorsqu'on vous écoute parler? Quand on est syndicaliste, le syndicalisme n'est pas une profession. Le syndicalisme est une activité connexe. Et quand on est syndicaliste dans le secteur public, ça veut dire que nous sommes d'abord un agent public. Par conséquent, en termes d'agent public, nous avons des droits et des obligations. On fait le syndicalisme pour améliorer nos conditions de vie et de travail et nous n'avons pas pour objectif un objectif politique quand on fait du syndicalisme. Non. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le gouvernement, je continue à être dur, ce qui doit être fait, ce qui doit être dit, mais un syndicaliste honnête, il doit reconnaître qu'avec le gouvernement, ça on a fait, ça on a fait, ça on n'a pas fait, et ainsi de suite. Donc il est malhonnête de dire tout le temps que le gouvernement ne fait rien, alors que quand on regarde un peu tout ce qui a été obtenu, oui, c'est sous pression des syndicats, mais si le gouvernement dit qu'il ne fait pas, est-ce que vous pensez que les syndicats ont la prise de décision? Non, les syndicats n'ont pas de prise de décision, les syndicats font des propositions. C'est dans ce sens que nous pensons que ceux-là qui disent tout le temps que c'est le gouvernement, l'heure est arrivée pour que nous assions tous ensemble afin de trouver des solutions de nature à améliorer la qualité du service public et l'assainissement de la masse salariale qui est un peu trop au Gabon, 711 milliards par an. D'accord, puisque vous le dites, il y a également parmi ces mesures l'examen des situations des agents publics en service dans les établissements publics et percevant une double rémunération. Vous voyez, quand je parle du social qui est fait par le gouvernement, pensez-vous que cette mesure est une mesure sociale ou alors, cette fois-ci, il est question d'un assainissement réel? Quand je parle du social qui est fait par le gouvernement doit maintenant s'inspirer de ce qui vient d'être fait au niveau de la présidence de la République pour être dur. Il n'y a pas que ceux-là qui sont dans l'établissement public personnalisé. Vous trouverez même aussi encore ceux-là qui sont fonctionnaires mais qui exercent, par exemple, à la BICIG. Mais ils s'entendent avec les agents du ministère des Finances, du budget, pour que leur salaire soit toujours en train de passer. Donc, il faut faire un travail véritable. Le travail véritable consiste donc à faire quoi? Le premier travail véritable consisterait donc à mettre tout le monde en bon de caisse. Et nous soutenons. Et c'est ce qui a d'ailleurs été fait? Non, ça n'a pas encore été fait. D'accord. Nous proposons que cela soit fait et que cela rende dans l'applicabilité totale. Ça veut dire, pour compter de la fin du mois de juillet, on prend 2 ou 3 ministères, on met en bon de caisse et on met en place les conditions de réception de ces différents bons de caisse parce que nous connaissons. Ces bons de caisse peuvent être distribués et puis ne pas voir automatiquement les économies qui en découlent. Vous voyez, ce qui se passe, pour démontrer une fois de plus que l'administration gabonaise fait trop du social, ce sont les Gabonais qui sont en activité, ce sont les Gabonais qui sont aux affaires. Êtes-vous en train de dire que finalement, l'administration gabonaise fait du social parce qu'elle veut permettre à ses citoyens de vivre bien, mais que certains d'entre eux, et parlons surtout des partenaires sociaux et donc les syndicalistes, se comportent beaucoup plus en employés de guerre qu'en citoyens qui le sont? Au niveau de l'administration, il y a des hommes qui ont des moralités douteuses. Tout comme dans les différents syndicats. Il y a des syndicalistes qui ont des moralités douteuses. Douteuses pourquoi? Douteuses parce que, étant en face de la vérité, je parle des syndicalistes, connaissant la vérité, connaissant aussi même la réalité,
Mais ces syndicalistes préfèrent faire croire aux populations juste ce qui est faux et faux ce qui est juste. Parce qu'automatiquement, il a un autre objectif. Prenons un exemple. Je prends un exemple. Oui. La crise... Par exemple, sur les dernières mesures gouvernementales, C'est bien. par exemple l'audit de la masse salariale. C'est bien, c'est bien. Avant l'audit de la masse salariale, prenons d'abord même l'exemple sur l'audit de la masse salariale. La mesure d'une éventuelle baisse de la masse salariale, vous voyez, il n'a jamais été mentionné que ceux-là qui ont des salaires en deçà de 650 000 seront touchés. Oui. Ça n'a jamais été dit. Et quand on regarde aussi même ce qui a été dit, parce que ne doit parler que celui qui a fait l'enquête, nous, membres du bloc syndical, nous avons mené une enquête et nous sommes tombés dans l'information juste. Quels sont ceux-là qui sont concernés? En réalité, quand vous regardez par exemple au niveau des effectifs de la fonction publique, bon nombre d'agents publics se situent en deçà de 650 000. Donc, près de 75% des effectifs de la fonction publique touchent moins de 650 000. Ouais. Près de 75%. Alors, quels sont donc ceux qui sont concernés? Mais ce sont ceux-là qui ont des salaires au-delà de 650 000 et qui ont aussi des salaires qui vont jusqu'à peut-être à 5 millions, 6 millions, 7 millions. Et qui sont des syndicalistes. Oui, nous sommes tous des syndicalistes. Et ceux-là qui font encore beaucoup de bruit sont encore syndicalistes qui se retrouvent avec ces gros salaires. Mais nous disons que l'objectif politique qu'un homme politique qui est touché par cette mesure va donc entraîner, veut donc appliquer sur le terrain en utilisant les innocents, ou l'objectif politique qu'un syndicaliste aura à mettre en place pour entraîner la majorité des personnes qui ne sont pas concernées par cette mesure. Nous disons que ce n'est pas une bonne façon de faire. C'est ce que j'ai appelé faire croire faux ce qui est juste et juste ce qui est faux. Et pourtant, c'est ce que l'on constate sur le terrain de la part de vos camarades syndicalistes. Mais je suis en train de vous le dire. Vous devez prendre l'exemple de ce qui s'est déjà passé en 2015. En 2015, moi, camarade Pierre Mintsa, j'avais accepté d'aller travailler dans la commission de mise en place du nouveau système de rémunération. Ouais. Pour avoir accepté, on m'a appelé de tous les noms, on m'a traité de corrompu. Mais aujourd'hui, certains qui ont dit que ce nouveau système de rémunération ne verra jamais le jour. Ils ne sont même pas encore venus vers moi pour me dire, voilà le supplément que je gagne entre ce que je gagne avant 2015, avant le 25 juillet 2015, et ce que je gagne après le 25 juillet 2015. Pierre Mintsa, puisqu'on t'a insulté, voilà ce reliquat qu'on te donne. Encore que ce n'est pas un débat de personnes que nous faisons. Non, ce n'est pas un débat de personnes. Je parle de la réalité, c'est pour montrer que Pierre Mintsa, massé syndical, je me trompe difficilement. Je me trompe difficilement et les populations qui nous connaissent dans cette façon de faire doivent savoir que quand nous soutenons des mesures, ce sont des mesures de nature à améliorer la qualité du service public et l'assainissement de la masse salariale au Gabon. Donc, tout ce qui va être dit autour, ceux-là n'ayant pas l'information exacte, j'en appelle à la conscience professionnelle de tous les agents publics et je dis à ces agents, à ces agents publics que les textes sont clairs. D'accord. Merci à vous, Pierre Mintsa, et nous vous gardons pour la deuxième partie de l'émission Décryptage, puisque nous ferons également place à Uriel Abaga de notre rédaction. L'émission Décryptage se poursuit. Nous nous retrouvons dans une poignée de secondes. Interdiction de recrutement de la main-d'œuvre non permanente, les objectifs et les ambitions sont clairs, celles portées par les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles Ali Bongo Ondimba, le président de la République, qui dit « il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour que le Gabon atteigne à l'horizon 2025 son développement et surtout son émergence ». Nous parlons de l'impact social des mesures gouvernementales au Gabon prises depuis le dernier Conseil de ministres daté du 21 juin dernier, qui ont également été une fois de plus reformulées lors du dernier Conseil de ministres avec la réduction au niveau de la présidence de la République gabonaise de plus de 40% des effectifs. Un invité en la personne de Pierre Mintsa et Uriel Abaga de notre rédaction nous a rejoints pour aborder ces questions. Le recrutement au niveau de la fonction publique également, là on parle d'Angèle, Pierre Mintsa. Est-ce que pour vous, partenaire social du SAPAS, donc ce syndicat des affaires sociales, cette décision se justifie? Merci une fois de plus, M. Agaya. Le gel des recrutements dans l'administration publique, fonction publique,
dont nous parlons là des concours administratifs. Et je pense que le gouvernement a intérêt à prioriser les priorités prioritairement priorisables, c'est-à-dire... Expliquez-nous dans un langage dico-sémantique. Merci. C'est-à-dire, quand on parle du gel des concours administratifs dans la fonction publique, on doit tenir compte d'un certain nombre de secteurs clés et importants. Pas importants, je voudrais dire prioritaires. S'il n'y a plus formation des infirmières, vous comprenez que le personnel actuel de la santé est vieillissant. S'il n'y a plus formation des instituteurs, vous comprenez qu'avec le personnel actuel qui est vieillissant, on aura du mal je voudrais dire, à mieux former. Et pourtant, il y a de nouvelles ressources quand même. Hein. Non, non. On parle d'un gel d'environ 3 années. 3 ans, non. Permettez. Mais la nouvelle ressource qui arrive a trouvé déjà une génération vieillissante aussi. Vous voyez, faire 3 ans, ça veut dire que l'ENI va fermer, ça veut dire que l'ENSET va fermer, ça veut dire que l'INFAS va fermer, ça veut dire que la magistrature va fermer. Est-ce à dire que la décision ne se justifie pas? Non. La décision, elle est bonne, mais cette décision doit tenir compte d'un certain nombre de priorités. Les priorités sont lesquelles, par exemple? Les priorités au niveau de la santé, il faut de plus en plus former. Au niveau de l'éducation nationale, il faut de plus en plus former. Au niveau de la magistrature, il faut de plus en plus former. Mais pour les autres départements qui n'ont pas essentiellement vocation sociale, je pense qu'on peut quand même arrêter de faire. C'est la raison pour laquelle nous pensons que pour cette mesure, qui est salutaire d'abord, nous pensons que le gouvernement devrait automatiquement mettre en place une commission tripartite de discussion. Et là, c'est une proposition que vous faites. C'est une proposition. Mais restons sur la décision en elle-même. Mais la décision, elle la décision, elle se justifie. Mais nous pensons même si cette décision se justifie, il faut que l'État regarde les secteurs prioritaires pour que ces secteurs ne soient pas dans la sclérose totale. Et là, on comprend aisément qu'il s'agit d'un souhait. Oui. Je vais vous prendre le mot, Pierre Menitsa. Vous avez dit tout à l'heure que vous vous trompez très difficilement en matière syndicale. Et pourtant, il y a quelques jours, quelques semaines de cela, en début du mois de juin, vous avez tenu une rencontre du bloc syndical de la première seconde où vous disiez que vous étiez contre le fait que les agents de l'État soient affectés par la réduction de la masse salariale et que vous préfériez que ce soit le politique qui soit affecté par cela. Ce n'est pas un rétropédalage? C'est ça votre question? Oui, c'est la question. Vous me permettez de répondre? Oui, je vous permets de répondre. Merci. C'est pour ça que vous êtes là. Vous voyez, le syndicaliste que je suis fait des propositions. Oui. Il n'est pas dit dans ces propositions que toutes les propositions faites par les syndicalistes seront actées. Okay. Les gouvernants doivent reconnaître que nous, dans le bloc syndical, nous avons dit que ça sert à quoi de verser un salaire mensuel au PCA. Ça sert à quoi d'avoir 1000 directeurs généraux qui ont les mêmes fonctions. Ça sert à quoi d'avoir 10 000 conseillers au niveau de la présidence qui ne font pratiquement rien. Ça sert à quoi d'être dans un service où vous êtes à 500 alors que le travail qui doit être fait par 2 ou 3 personnes. Ça sert donc à quoi? Vous voyez? Donc c'est autant de mesures que nous avons préconisées et nous avons mis ces mesures-là à la portée du gouvernement pour que le gouvernement n'ait pas de problèmes à rentrer dans cette mesure. Et je continue à dire, par rapport à cette mesure qui a été donnée, puisque nous, l'information que tous les syndicalistes avaient, selon ce qui s'est organisé au niveau du CAP Esterias, sur le séminaire gouvernemental, effectivement, les rumeurs disaient qu'on va réduire les salaires. Mais aujourd'hui, il n'est plus question que tout le monde que les salaires de tout le monde soient réduits. Vous voyez, la réalité est désormais là. L'État gabonais dit que oui, nous avons tenu compte des avis du bloc syndical. Nous n'allons pas toucher tous les salaires parce que nous n'allons pas de plus en plus précariser ceux qui ont déjà les petits salaires. Oui. Donc nous allons donc concentrer notre baisse salariale au niveau de ceux-là qui gagnent plus de 650 000 francs par mois et qui arrivent à 75 millions de francs par mois. Vous voyez? Oui. Et quand cette mesure va s'appliquer, elle s'appliquera de quelle façon? Celui qui a déjà 650 000, en appliquant les taux, celui-là ne sera même pas aussi touché. Parce que dans leur façon de faire, ils ne veulent pas que celui qui est 650 000 retombe à moins de 650 000. Donc, cette réduction va s'opérer sur les tranches du salaire. Ce qui fait qu'avec cela, automatiquement, il y aura une manipulation des indices de la grille salariale. Pourquoi? Parce que la valeur indiciaire étant à 500 francs, on ne peut pas la toucher. Mais ce qui sera touché pour faire l'arrimage avec les réductions proposées, ce sont les indices.
Vous avez semblé fustiger ce qui se passe dans les établissements scolaires tels que le lycée national Léomba avec la multiplication des postes dans la hiérarchie. Vous avez été amer, mais vraiment amer envers le système sanitaire, c'est-à-dire ce qui se passe à l'hôpital général où certains... Est-ce qu'il vous est arrivé vous-même de tomber malade et d'aller Je chercher viens, un médecin à l'hôpital général? Vous l'avez rencontré? Je viens, M. Permita, sur la question. Vous êtes président du syndicat autonome des professionnels des affaires sociales. Oui. Est-ce à dire que dans votre domaine, tout va bien, il n'y a pas d'entité budgétivore, il n'y a rien Mais c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Nous, dans l'optique d'amener l'État à réduire la masse salariale, oui. Au niveau des affaires sociales, par exemple, vous trouverez même une pléthore de directions générales qui ont les mêmes missions. Donc nous disons au gouvernement, ça sert à quoi d'avoir une direction générale de la veuve, une direction générale de l'orphelin, oui. Une direction générale du sida, une direction générale de la protection sociale, alors que toutes ces directions ont les mêmes missions. Ça sert à quoi d'avoir tout ça là? Donc il faut aller droit au but. On peut faire les regroupements et puis si on arrive à faire les regroupements en annulant toutes ces directions qui ont les mêmes missions, ça donnera beaucoup plus de prérogatives à la seule direction générale qui sera mise en place avec beaucoup de moyens et les objectifs peuvent être atteints. Encore que je voudrais signaler, si vous me permettez, que Pierre Mintsa, quand je dis que je me trompe difficilement en matière syndicale, j'ai été le seul syndicaliste dans ce pays qui a décrié haut et fort que la BOP était une budgétisation par objectif de pauvreté. Vous voyez, j'ai été le seul syndicaliste. Aujourd'hui, est-ce que la BOP existe encore? Ça veut dire que ce qui est dit par Pierre Mintsa est écouté par les plus hautes autorités. Encore que ça, c'est vous qui le dites. Mais c'est ce qui est fait, c'est ce qui est fait. Revenons sur l'élément important, puisqu'on parle de l'impact social sur les mesures gouvernementales. Est-ce à dire qu'à vous entendre, lorsque vous évoquez ces différentes directions, est-ce que les mesures gouvernementales ne viennent pas apporter des solutions aux problèmes que vous êtes en train de poser aujourd'hui? Les mesures gouvernementales apportent quelques solutions. Et le problème reste entier. N'est-ce pas déjà un premier pas? Mais je suis d'accord avec ce premier pas. Mais je dis, nous sommes dans les réformes, prenons les réformes approfondies. Allons-y dans la réforme approfondie. Ça veut dire qu'on ne doit plus faire des à peu près. Vous voyez, il y a 3 directeurs généraux, le titulaire et 2 adjoints. Dans ce qui va être fait, nous osons croire que... Parce que vous savez, dans l'administration, quand on est directeur général, on peut être directeur général. Il y a pourtant une nouvelle disposition qui recadre justement la nomenclature des directions générales. Désormais, on n'a plus... Non, c'est le poste qui est retiré, n'est-ce pas? Oui. Actuellement, les DGA2 n'existent plus, actuellement. Vous voyez? Donc ceux-là qui pensent qu'ils sont encore en poste, c'est le DG plein et le DGA1. Mais je suis en train de donner déjà une idée au pouvoir public pour que quand ils vont faire le remaniement des directions générales et des secrétariats généraux, qu'ils pensent aux critères compétences, qu'ils pensent aux critères mérite. Mais pourquoi vous ne donnez pas tout d'abord un avis sur la qualité de la décision et l'impact de cette décision? La décision, elle est louable. Et je voudrais encore vous rappeler que... Quel est alors l'impact de la décision? Mais automatiquement, c'est faire des économies. Automatiquement, c'est de ne plus voir les liquidités que l'État n'a pas déjà à être distribuées, parce que l'État fait des emprunts pour pouvoir emprunter, afin de satisfaire la demande sociale. Encore que faudrait-il expliquer ce que vous voulez dire par là. Mais je suis en train de dire que l'État est surendetté. L'État est surendetté. Donc, pour éviter que les fonctionnaires, les agents publics de l'administration publique au Gabon n'arrivent à la fin du mois sans trouver un rond, vous voyez, donc l'État est obligé de s'endetter. Vous voyez, l'État fait des emprunts pour pouvoir emprunter afin de satisfaire la demande sociale. Vous voyez, moi j'avais dit autrefois, à l'époque, vous étiez encore animateur dans Canal 7. Ce n'est pas de ça dont il est question. Oui, à l'émission Sans Tabou. J'avais déjà dit qu'au niveau des directions générales, mais les directions générales et les secrétariats généraux occupent plus de la moitié de la masse salariale. Aujourd'hui, le président de la République est conscient de ce que j'avais dit. Donc, nous ne pouvons qu'être d'avis avec ce qui est fait. La décision, elle est louable. Et nous pensons que cette décision mérite encore d'aller en profondeur afin de voir toutes les directions générales qui ont les mêmes missions. On fait un regroupement. Ça fera en sorte que le budget qui sera consenti pour cette administration, que ce budget soit conséquent et que ce budget soit réellement, et que ce budget cadre avec les disponibilités financières en caisse, pour éviter que les documents administratifs soient une fois de plus traités au niveau de la gare routière. Alors, à vous entendre, je vous prie, Uriel Abaga, à vous entendre, on a comme l'impression aujourd'hui que les différentes revendications qui sont posées par les partenaires sociaux n'ont jamais de cesse d'être évoquées,
puisque ces partenaires sociaux ne s'arrêtent même pas un seul instant pour reconnaître tout de même ce qui a déjà été fait, sinon ce qui vient d'être fait, et ne cessent toujours de tendre le bras. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, les partenaires sociaux que vous êtes sont des éternels insatisfaits? Vous voyez, l'honnêteté intellectuelle et professionnalisme syndical doivent m'amener, moi, Pierre Mintsa, à reconnaître que depuis 2009, il y a eu obligatoirement amélioration des conditions de vie et de travail des agents publics. Vous reconnaissez moins que mais vous je le reconnais, c'est cela le syndicalisme responsable que je suis. Et donc revenons sur l'impact social de ces mesures gouvernementales. Nous sommes d'accord, l'impact social, l'impact est positif par rapport à ces mesures. Lorsqu'il n'existe plus un DGA 2, par exemple, au niveau des directions que vous avez évoquées, est-ce que sur le plan social, il n'y a pas un impact positif? Le DGA 2 est d'abord un agent public. Ce qui fait sa différence, c'est le fait qu'il perçoive une indemnité de fonction. Dès lors qu'il n'est plus DGA 2, l'indemnité saute automatiquement. Cette indemnité peut servir à d'autres besoins. Par exemple, la participation à la construction de la route. Il y a par exemple la CNAMGS, puisque vous êtes du secteur des la affaires sociales. La CNAMGS est un bébé qui se porte bien. La CNAMGS est un bébé que nous devons protéger. La CNAMGS est une boîte de référence aujourd'hui en matière de prise en charge médicale. Parce que sans la CNAMGS, aucun fonctionnaire, quel que soit son salaire, n'est en mesure de payer les opérations chirurgicales qui coûtent excessivement cher. Parce que quand vous regardez par exemple ce que vous cotisez par mois, 12 000 par mois, vous multipliez par 12 par an, vous multipliez par 37. Donc vous ne pouvez même pas payer une opération chirurgicale qui coûte 600 millions. Mais la CNAMGS supporte cela. Donc nous devons protéger la CNAMGS. Mais je crois que le débat n'est pas sur la CNAMGS aujourd'hui. Tout de même, la CNAMGS a été mise en place et améliorée depuis 2009. C'est la raison pour laquelle nous estimons que tout ce qui est déjà fait est déjà bien fait. Mais vous savez, on ne peut pas se dire que parce qu'on a eu la CNAMGS qu'on ne peut plus le revendiquer. Le rôle du syndicaliste... Et donc des éternels insatisfaits. Non, quand on est insatisfait, on doit tout de même reconnaître que ça a été fait, ça n'a pas été fait. Alors permettez-moi de vous demander dans ce cas, oui, Pierre Mintsa, pour les 15 minutes qui nous restent à passer sur ce plateau, que vous nous aidiez à faire un passage en revue de tout ce qui a déjà pu être fait, de cette décision en ce qui concerne ces mesures gouvernementales. Que dire aujourd'hui? Allons-y, droit au fait. Vous voulez que je fasse le bilan de ce qui est déjà, de tout ce que nous avons obtenu dans les luttes syndicales depuis 2009? Je peux le faire. Vous voyez, la bourse des étudiants, quand nous on était étudiants, elle était de combien aujourd'hui? Elle était de combien? Environ 66 000. Et pour l'apercevoir, il fallait beaucoup de bagarres. Aujourd'hui, les étudiants prennent leur bourse à la banque, au même titre que moi, l'agent public. Et cette bourse n'est plus à 66 000, elle est passée à 83 000. Ça, c'est une avancée très significative parce que ça améliore un tant soit peu les conditions de vie de nos apprenants. Voilà quelque chose de bien. Vous voyez, quand Olam s'est implanté au niveau du Gabon, mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Olam? Mais je vous assure aujourd'hui que l'Olam fait partie des plus gros employeurs de la République. Et ces employeurs sont, pour la plupart, des Gabonais. Ça veut dire que ce sont des emplois qui ont été créés et Olam participe donc là je voudrais dire, à la réduction du taux de chômage au Gabon. Ce n'est pas le fruit d'une revendication syndicale. Non, c'est une initiative privée du chef de l'État. Oui, vous voyez, ce n'est pas le fruit d'une revendication syndicale. Mais quand nous, les syndicats, nous revendiquons, nous disons il faut créer des emplois. Le chef de l'État a bien écouté cela, il a mis en place Olam. Un mécanisme pour... Effectivement, il a mis en place la zone économique spéciale d'Nkok qui est là pour la transformation de toutes les matières premières en produits finis ou semi-finis. Et dès lors qu'on parle des entreprises industrielles, ça veut dire qu'il y a forcément création d'emplois. Donc il faut faire un tour au niveau de la zone spéciale économique d'Nkok. Vous trouverez que là-bas, il y a bon nombre de Gabonais qui ont trouvé de l'emploi. Vous voyez, il y a autant de choses qui ont été faites. Nous devons d'abord reconnaître que ça a été fait avant de revendiquer. D'accord. Alors, je referme la parenthèse. Merci, Pierre Mintsa. En ce qui concerne ces mesures gouvernementales, il y a également le gel des concours, des mises en stage, des titularisations, avancements et reclassements pour une durée de 3 ans et l'assainissement du fichier de la fonction publique pour évaluer le niveau des indemnités indues. Que dire? Mais je l'avais déjà dit. Vous me permettez de le redire. Nous sommes pour cette mesure. Nous sommes pour cette mesure. Et nous disons même au gouvernement, aujourd'hui, vous devez faire un recensement de toutes ces personnes qui ont été en fonction et qui, jusqu'aujourd'hui, conservent toujours leurs indemnités de fonction. Je vous assure. Il faut le faire. Si le gouvernement ne le fait pas, ça veut dire que la masse salariale ne sera pas tout à fait
réduite telle que le souhaite Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Il faut aussi voir toutes ces personnes-là qui ont avancé par article. Par article. Il faut regarder les situations de toutes ces personnes-là. Oui, on ne peut pas prétendre aller vers le développement sans passer par les réformes. La réforme, c'est un changement de mentalité. Et la première réforme qui doit être opérée, c'est un changement de mentalité pour que nous soyons au même niveau que le Rwanda. Aujourd'hui, quand tout le monde prend le Rwanda comme un pays de référence, c'est parce que le Rwanda s'est remis en cause. Le Rwanda s'est remis en cause. Tous les enfants du Rwanda se sont remis en cause et ils ont pensé que l'intérêt du Rwanda était supérieur à nos intérêts partisans de partisanerie. C'est la même chose que nous devons faire au Gabon. Ça veut dire qu'on ne doit plus voir Minsa. Non. Cette étape vient de finir. Il faut désormais que l'intérêt suprême de la nation soit vraiment considéré comme l'élément flambant, qui fera en sorte... Oui. Vous souhaitez l'amélioration de la qualité de l'administration, l'amélioration de la qualité du service public, oui. Et vous soutenez les mesures du chef de l'État. Oui. Lorsqu'il y aura, après les 3 ans de gel et de non-reclassement, non-titularisation, est-ce que vous êtes sûr que la fonction publique sera bien bonne? Parce qu'après, il y aura toujours des usagers qui arrivent dans les maisons publiques et qui n'arrivent pas à avoir un timbre, qui n'arrivent pas à avoir... il y aura toujours ce genre de petits problèmes. C'est ça le problème. Le problème, je l'ai dit au départ, que parmi nous, les syndicalistes, les partenaires sociaux, il y a des partenaires sociaux qui ont des moralités douteuses, mais en même temps aussi, dans l'administration, il y a des personnes qui sont assis sur des moralités douteuses, vous voyez. Donc, les personnes qui bloquent même la volonté du chef de l'État à faire décoller le pays pour aller vers l'émergence. Il y a toutes ces personnes dans l'administration, je vous assure. Mais même dans le gouvernement là, même dans le gouvernement que vous voyez là, il y en a qui ne veulent pas que le président de la République arrive à accomplir tout ce qu'il a promis aux Gabonais. Donc, ces gens-là, ils sont partout. C'est pourquoi nous pensons que si le gouvernement là est vraiment un gouvernement qui a été mis en place par le président de la République, il n'a plus à réfléchir. Parce que le président de la République a déjà donné un exemple. On parle de 1700 agents autour du chef de l'État pour ne rester qu'avec 1100. Ça, c'est un sacrifice énorme qu'il vient de faire. Et parmi ces 600 personnes qui sont mises dehors, la première mesure, je voudrais dire, la première voie serait pour ces personnes-là d'aller vers, en prenant la cessation d'activité ici, d'aller vers leur administration d'origine, afin que ces administrations puissent les prendre en compte. Et qui ne voulait pas travailler au niveau de la présidence de la République? Donc, toutes ces personnes que vous avez vues dehors, là, qui sont en train de soulever les cartons, qui retournent chez elles. Mais c'est une bonne chose. Parce que pendant que moi, je criais sous le soleil, je veux améliorer mes conditions de vie, mais ces personnes me regardaient. Aujourd'hui, c'est leur tour d'aller sous le soleil. Monsieur Pierre Minsa, les moralités douteuses, il faut qu'on en parle. Parce que dans les statuts, ne peut être leader syndical une personne qui a fait la prison, une personne qui a eu une sanction administrative lors de sa carrière de fonctionnaire. Mais vous avez, monsieur Pierre Minsa, participé à la formation et à l'organisation de plusieurs plateformes syndicales où on a promu plusieurs fonctionnaires qui étaient dans cette situation-là. N'est-ce pas une tare, n'est-ce pas un problème? Soyez serein. Oui. Soyez serein. Vous voyez, quand on parle de l'application des textes, mais les textes qui régissent le fonctionnement des syndicats dans le secteur public, c'est d'abord la loi 1-2005, c'est la loi 8-91, et puis il y a la loi 18-92. Dans le secteur privé, il y a le Code du travail. Il est bel et bien libellé dans ces différents textes que quand tu as déjà, c'est-à-dire un syndicaliste qui a une moralité douteuse ne doit en principe pas être un leader syndical. Mais si nous sommes des leaders syndicaux aujourd'hui et que l'État préfère avec des moralités douteuses et que l'État préfère traiter avec nous comme ça, la faute à qui? Mais la faute à l'État parce que l'État ne veut pas appliquer les textes. Vous voyez? Donc, une fois de plus, le gouvernement fait une administration sociale. Et pourtant, aujourd'hui, le contraire est démontré par les dispositions prises par le chef de l'État, puisqu'on parle également de la réduction de la taille du gouvernement gabonais. N'est-ce pas? Je suis d'accord avec vous. Mais je vous dis, le chef de l'État n'est pas un homme, le chef de l'État n'est pas une femme. Le chef de l'État en lui-même, c'est une institution. Donc, tout ce qui est sorti de la bouche d'un chef de l'État doit être traduit en texte de loi. Mais le défaut, c'est que le gouvernement n'est pas en harmonie, parce que le gouvernement doit être plus ferme. Mais le gouvernement ne montre pas sa fermeté. La preuve, le chef de l'État dit qu'il faut dialoguer, il faut dialoguer, il faut dialoguer. Mais depuis 2016, vous avez vu le gouvernement avec les partenaires sociaux?
Ça veut dire que ce gouvernement rame aussi à contre-courant de ce qui est fait par le président de la République. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Vous avez vu un gouvernement qui ne reçoit pas les partenaires sociaux? Qu'est-ce que ce gouvernement prépare? Mais ce gouvernement prépare, je voudrais dire, les coups bas au président de la République. Et pourtant, on vous a vu, il y a à peine quelques semaines, à la primature, reçu par le Premier ministre. On n'a jamais été reçu par s'il vous plaît. Revenons sur le sujet qui nous intéresse. Effectivement, je suis sur le sujet qui m'intéresse. Le Premier ministre, depuis qu'il est en fonction, n'a jamais reçu les partenaires sociaux. Encore que cela reste à démontrer. Monsieur Pierre Mintsa, pour revenir sur le sujet qui nous concerne ici aujourd'hui, on parle de réduction du train de vie de l'État. Nous nous souvenons que lors du dialogue d'Angonje, vous avez proposé une prime, une retraite pour les leaders syndicaux. N'est-ce pas une dépense supplémentaire pour l'État? S'il vous plaît. Oui. Vous voyez, vous parlez là des sujets qui vous semblent un peu méconnus. Ils ne sont pas méconnus. C'est la réduction du train de vie de l'État, alors que vous proposez une retraite. Un syndicaliste, je l'ai dit au départ, faire du syndicalisme n'est pas une profession. C'est une activité connexe. Mais vous réclamez une retraite. Mais on ne peut pas revendiquer une retraite pour... Nous avons déjà une retraite en tant qu'agent public. Oui. Alors, est-ce que je suis payé à la fonction publique par rapport à mon activité syndicale? Non, je suis payé par la fonction publique parce que je suis un agent public. Vous comprenez? Je comprends. C'est pourquoi je suis même en train de dire que le gouvernement est faible. Parce que la logique veut que quand vous êtes leader syndical, que vous ne soyez plus payé par les finances publiques. Ça veut dire que ce sont nos multiples adhérents qui doivent faire en sorte que nous soyons payés régulièrement et mensuellement. Mais l'État ferme les yeux, donc l'État fait des concessions. Dès lors qu'on constate que l'État fait des concessions, mais nous aussi les partenaires sociaux, nous devons faire des concessions. Vous comprenez? Nous aussi, nous devons faire des concessions. Donc on doit se reconnaître et on doit dire automatiquement, si l'État a fait des concessions sur cette disposition qui veut que les syndicalistes, les leaders syndicaux ne puissent plus être payés mensuellement par l'État gabonais, nous aussi, à un moment, un temps soit peu, nous devons comprendre le gouvernement quand celui-ci se trouve en difficulté comme ce qui se passe actuellement. Donc, il n'est pas dit que parce que vous vous battez avec quelqu'un, une fois vous le mettez à terre, que vous mettez encore sur lui. Non, il est déjà à terre. Quand il est déjà à terre, qu'est-ce que vous devez faire pour montrer votre sympathie? Relevez-le. Monsieur Pierre Mintsa, la SINAPAP et le SINAPAP et le SAPAS ne sont pas les seules plateformes syndicales qui ont réagi aux mesures gouvernementales. Il y a Dynamique Unitaire qui estime que ces mesures sont antisociales et portent atteinte aux droits des agents de l'État. Quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie? Ce que je pense de ce qui est dit par mes camarades du Dynamique Unitaire. Alors, ce sont des fonctionnaires comme vous? Ce sont des fonctionnaires comme moi. Je voudrais vous dire, en 2015, quand Pierre Mintsa s'est mis de son côté pour dire soutenons le nouveau système, qu'avait dit Dynamique Unitaire? Dynamique Unitaire avait dit que ce nouveau système ne verra jamais le jour. Et quand on a vu l'applicabilité du nouveau système le 25 juin 2015, qui a eu raison entre Dynamique Unitaire et moi, Pierre Mintsa? Pierre Mintsa, j'ai eu raison. Vous comprenez? D'accord. Pierre Mintsa, j'ai eu raison. Et aujourd'hui, quand les populations me regardent en train de soutenir ces mesures qui doivent être soutenues, je suis en train de dire à ces populations, attention, Pierre Mintsa se trompe difficilement en matière syndicale. Parce que depuis la pratique de cette activité syndicale, il m'est impossible de vous dire qu'à ce niveau-là, je me suis trompé. Vous comprenez? Donc, ceux qui estiment... Ce n'est pas prétentieux de votre part. Mais non, je dis ce qui est vrai, je dis la vérité. Mais je vous ai cité depuis 2009. Montrez-moi une seule action qui a été engagée et dont j'ai été l'un des membres et qui a eu échec. Il n'y a pas. Donc vous inscrivez en porte-à-faux avec ce qu'a dit... Mais je suis en train de dire ne peut parler que celui qui a fait l'enquête. C'est pourquoi j'ai aussi dit au départ, que ce soit les politiques ou les leaders syndicaux, notre rôle n'est pas de présenter aux populations faux ce qui est juste et juste ce qui est faux. Ce n'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est de pouvoir dire la vérité aux populations afin que ces populations prennent conscience de la crise qui mine actuellement le Gabon. Alors, dire le contraire de ce que nous connaissons, dire le contraire de ce qui est réel, j'appelle ça faire du parasyndicalisme, qui veut dire faire du syndicalisme occasionnellement. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Oui, qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui en ce qui concerne ces mesures à impact social qu'il y a sur les populations? Vous êtes fonctionnaire vous êtes fonctionnaire des affaires sociales. Vous êtes président du syndicat. Il y aura des économies qui seront faites autour grâce à ces mesures. Oui. On parle de 70 milliards de francs CFA par an. Mais cet argent n'est même pas visible. Quelles sont les actions que vous attendez, vous, lorsqu'on aura fait ces économies, par exemple dans le domaine des affaires sociales? Nous, oui. Dans le domaine des affaires sociales, oui. Pour la petite histoire, il y a de cela 4 ou 5 mois, les affaires sociales et la santé étaient en bon de caisse. En 2 mois, par mois, il y a eu des économies de 720 millions en 1 mois. Donc vous multipliez 1 mois par 2. Vous savez ce que ça donne? Vous multipliez cela par 12. Voilà ce que ça a entraîné au niveau des affaires sociales et santé. Imaginez un seul instant, parce que ces 2 ministères jumelés-là
on peut atteindre automatiquement 124 000 agents. Prenons les gros départements, tels que l'éducation nationale, enseignement supérieur et autres, où vous avez des effectifs de 25 000 agents. Si on met éducation nationale, enseignement supérieur en bord de caisse, je vous assure qu'on fera même des économies des milliards, je vous assure. Et je l'ai aussi dit, tous ces salaires versés aux agents publics, l'État fait les pieds et les mains pour que les agents publics ne soient pas en rupture de leur sol indiciaire. Donc, encore que cela reste à démontrer. Mais c'est moi qui le dis, j'affirme. Et l'État fait les emprunts pour pouvoir emprunter afin de satisfaire cette demande sociale. Vous comprenez donc les emprunts qui sont faits pour emprunter là, pour satisfaire la demande sociale. Si on arrive à mettre en bon de caisse et on découvre que dans tous ces bons de caisse, sans la complicité de ceux-là qui font la distribution de ces bons de caisse, il y a des bons de caisse qui ne seront pas récupérés, parce que quand vous avez déjà fait 1 mois, 2 mois, 3 mois sans récupérer votre bon de caisse, l'administration en réalité doit considérer que vous n'existez plus. Parce que personne ne peut vivre au Gabon, fonctionnaire de son État, avec le salaire de la fonction publique, et puis 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne récupère pas ses bons de caisse. Ça veut dire qu'il ne vit plus au Gabon. Ça veut dire que cette personne est morte. Par conséquent, avec ça, il faut faire la réorientation de ce que l'État peut gagner sur la route, au niveau des plateaux techniques, au niveau des écoles. Et donc, c'est-à-dire, l'argent, il faut que l'argent soit là pour savoir ce que nous allons faire avec. Mais l'État doit nous donner une garantie. Quand je parle de l'État, je fais partie de l'État, mais je voudrais dire, le gouvernement doit nous donner une garantie qu'après 3 ans, voilà ce qui va être fait, voilà ce qui va être fait, voilà ce qui va être fait. Et ce gouvernement doit mettre en place un comité de veille non rémunéré qui, après les 3 ans, va faire l'évaluation pour dire, depuis 3 ans, il n'y a pas eu de recrutement, il n'y a pas eu mise en stage, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela. Qu'est-ce que vous avez fait avec toutes les économies générées par les opérations de mise en bon de caisse? Vous voyez? Et à cet instant-là, nous pensons que le gouvernement doit se saisir de cette opportunité pour mettre en place une commission tripartite de discussion au cours de laquelle nous allons montrer la faisabilité de toutes ces mesures. Une commission tripartite non rémunérée en même temps. Mais effectivement, non rémunérée. Dans laquelle nous allons... Et donc doit-on penser aujourd'hui que vous saluez cette décision prise par le gouvernement sous l'impulsion du président de la République, Ali Bongo Ondimba? Je vous assure que le président de la République était un homme très courageux. Parce que s'il attendait que le gouvernement prenne ces décisions-là, le gouvernement n'allait jamais les prendre. Vous continuez à fustiger le gouvernement de la République. Mais je continue. D'accord. Merci à vous, Pierre Mintsa. Je continue. À vous, Uriel Abaga, d'avoir été des nôtres, et à vous, bien sûr, pour avoir accepté cette invitation. L'émission Décryptage s'achève maintenant. Nous avions un invité en la personne de Pierre Mintsa, qui lui est secrétaire général du SAPAS, ce syndicat des affaires sociales, sur la question liée à l'impact social des mesures gouvernementales au Gabon. L'émission Décryptage, c'est également cette semaine et nous aborderons davantage d'actualités autour de cette question. Au revoir.